Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomorrow Food. Aujourd'hui, on reçoit le sommelier le plus cool de la capitale. Il est journaliste, il est aussi cofondateur de l'ASSOM, l'association de sauvegarde des œufs mayonnaise génériques. Salut Guilherme. Salut Léo. Comment ça va? Bah écoute, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Tu m'invites en me permettant de m'accouder sur un comptoir, donc jusque-là j'aime bien. On a essayé de recréer un contexte favorable pendant cette période où on ne peut plus aller au bar. On s'est dit quoi de mieux qu'interviewer des mecs à un bar, tu vois. Finalement, c'est le coup du coude sur le comptoir, ça fonctionne assez bien. Oui, alors en revanche, tu reçois tes invités avec un verre d'eau, là c'est pas très... J'ai ramené une bouteille si tu veux. Hein. Ah, ça c'est une bonne idée. Bah, je pense qu'on va pouvoir goûter ça pendant l'interview si ça te va. Eh bah écoute, avec plaisir. Attends, je vais simplement l'ouvrir. Ah bah avec grand plaisir. J'imagine que tu vas nous parler de ce que c'est également. Évidemment, bah tu dois connaître, c'est un morgon de chez Jean Foyard. Et d'ailleurs, j'ai un petit cadeau pour toi. Ah là, putain, magnifique. Alors celle-là, je me permets, Évidemment. Albert Vidil, je te fais une petite dédicace. Je l'ai enfin, mon tote bag de la Somme. Merci beaucoup. Oh là là, magnifique. Enfin, le championnat qu'on a dû évidemment repousser cette année avec ce qui vient de se passer. Enfin bon, c'est un peu terrible. On est là pour en discuter si j'ai bien compris. Exactement, exactement. Mais du coup, pour rappel, l'année dernière, c'était qui le champion du monde? Alors, l'année dernière, c'était Clément Chicard, du Bouillon Pigalle. Ok. Alors, on a eu beaucoup de retours, parce que la première année, c'était Cédric Dutilleul, du Griffonnier. Mhm. Et on a eu beaucoup de retours en disant « Quoi, Bouillon Pigalle, mais il coûte pas cher, il n'est pas si exceptionnel que ça et autres. » Je tiens à préciser qu'il y avait, même si c'est une association qu'on a fait pour se marrer à l'origine, s'il y a un huissier de justice, il y a des avocats, enfin, c'est un truc très rodé. On déguste à l'aveugle. Il y avait des jurés comme Yannick Aleno l'année dernière, comme François-Régis Gaudry, comme beaucoup de journalistes, que ce soit du Parisien, du Monde ou autre. Donc c'est un truc assez sérieux en fait. Oui, donc finalement, même s'il est peu cher et même s'il est, comment dire, accessible, Oui. Il a été validé par un jury plutôt costaud a priori. Exactement. Voilà, magnifique. Tiens, je te sers un petit coup de gamay. Merci beaucoup. Donc 100% gamay. Exactement. J'ai ramené un coup de Beaujolais parce que la semaine dernière c'était le Beaujolais nouveau. Oui. Et qu'en fait j'avais pas de bouteille sous la main ou autre et du coup je suis allé chez le caviste ce matin et j'ai vu qu'il y avait ce morgon de chez Foyard et ça c'est un de mes chouchous, j'adore ça. Je sais pas si tu connais ce domaine. Alors non, je le connais pas, mais ça m'intrigue énormément. C'est un domaine, si tu veux, tu sais, toutes ces tendances de vin nature vient à cause ou grâce à un monsieur qui s'appelait Jules Chauvet, qui avait repris un domaine familial et autres, et qui a sorti un bouquin, un livre qui est d'ailleurs très compliqué à lire, parce que il y a une partie assez philosophique. Ouais. Et en fait, il a eu des stagiaires, et notamment dans son équipe, il y a eu quelqu'un qui s'appelle Marcel Lapierre. Et ensuite, Marcel Lapierre, qu'on connaît aussi à Morgon et autres, a eu toute une petite équipe, notamment Jean Foyard ou encore des Georges Descombes ou autres. Et donc, le début, on va dire, des vins nature vient un peu de cet esprit-là et de cette équipe-là. Donc, en fait, de boire du Jean Foyard, il y a un côté aussi nostalgique, sentimental et la genèse du vin nature en France. Ok, putain, ça se déguste. Hein. Ouais, on peut trinquer avant quand même. Santé. Santé. Voilà, c'est bon, j'ai mon verre de vin, on peut commencer l'interview, quand tu veux. Bah écoute, tu vois, je laisse le verre d'eau moi aussi sur le côté. Et en plus, c'est très très gourmand pour le coup. Si tu veux bien, Guilherme, on va revenir sur quelques dates clés un peu pour te présenter du coup à nos spectateurs. Ouais. On va faire un petit retour en arrière. Là, on commence à retourner quelques années avant. Tu avais 14 ans, on est en 2001. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Il se passe que j'oblige mes parents à faire une école de restauration, enfin une école hôtelière. En gros, à l'âge de 10 ans, on allait peu au restaurant avec mes parents. Non pas que c'était une enfance difficile, j'ai eu une enfance très chouette, et c'est juste qu'on n'allait pas trop au resto, et j'adorais cet univers-là, ce côté un peu théâtral et autres. Et à 14 ans, j'ai appris que je pouvais faire de la restauration. À l'époque, je crois pas qu'il y avait vraiment des top chefs, des trucs et des machins. Je crois pas non plus. C'était un peu compliqué. Hein. C'est 2001.
Et 2001, c'est la première année où il y a eu l'émission de Oui Chef avec, avec Cyril Lignac. Exact, donc, tu vois, ça n'existait pas. Et donc, mes parents, ils étaient là un peu genre, mais c'est un peu compliqué. C'est un peu une voie de garage, en fait. Et moi, je voulais faire ça par conviction. Je voulais être chef de cuisine, avoir mon propre restaurant et autres. Et donc, ils m'ont dit non. Ils m'ont mis pendant 6 mois des potes de potes qui avaient peut-être bossé une semaine, un jour ou quoi ou casse dans la restauration. Pour te démoraliser. Pour me démoraliser un peu. Donc j'avais que des gars qui me disaient, tu sais, c'est très dur, et truc, machin, je sais pas quoi. Je m'en foutais, je voulais absolument faire ça. Donc j'ai monté mon dossier et je leur ai présenté. Et puis au bout d'un moment, ils ont fini par accepter. Et je regrette pas du tout parce que ça a été l'école de la vie. Le matin, tu vides de la volaille. L'après-midi, tu fais des lits au carré. Tu apprends à avoir le sourire tous les jours. Tu mets un costard cravate. Moi qui m'étais dit, si à 40 ans, j'ai pas une Rolex et que j'ai pas un chauffeur, je m'en fous. Au contraire, je veux pas vivre comme ça. Et finalement, tu te retrouves à aller tous les matins au boulot avec un costard cravate. Mais c'est vrai que c'est quand même assez particulier. Les écoles hôtelières en France sont les seules écoles où tu vois des mecs hauts comme 3 pommes qui sont là avec leur cravate et ça paie tout comme il faut. Exactement, mais c'est un peu, quand je te disais, l'école de la vie, c'est que moi, ce que m'a appris la restauration, après, tout dépend de qui tu t'entoures, de là où tu fais tes stages ou autre. C'est comme tout dans la vie, les rencontres. Mais c'est le principe de faire passer un bon moment des personnes qui n'ont rien demandé, si ce n'est juste de passer un bon moment moyennant quelque chose de pécunier. Et en fait, le truc, c'est que le client, il n'en a rien à foutre le matin si tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, le décès de quelqu'un ou quoi que ce soit. Lui, il n'en a rien à foutre, il veut juste passer un bon moment. Il n'a pas à subir tous ces trucs-là. Donc, quand je te disais école de la vie, ça t'apprend à avoir le sourire tous les jours. Quoi qu'il se passe, alors ça ne veut pas dire que tu vis dans un monde de Casimir ou de bisounours, avoir le sourire tout le temps, mais c'est... Ouais, moi, ça m'a éduqué sur le côté d'être plutôt positif, en fait, dans la vie. A priori, tu t'en es plutôt bien sorti. En tout cas, on essaye. Pour l'instant, tout va bien. Ok, donc là, tu commences ton parcours, ton apprentissage. Là se passent quand même plusieurs années. Du coup, tu parlais de ta volonté d'être chef de cuisine au départ. Qu'est-ce qui t'a amené à changer un petit peu de voie tout en restant dans le même domaine ? Écoute, c'était une super école. Ça l'est encore. Elle s'appelle Albert Demain dans le 7e arrondissement. Et justement, le fait de faire une école polyvalente où tu fais aussi bien de la cuisine que de la salle, que de l'hôtellerie, si tu veux, au fur et à mesure des stages, je voyais un peu ce qui se passait. Alors effectivement, j'étais plus sensible à la cuisine plutôt qu'au service de la salle. Et puis finalement, après un BTS et autres, mon école proposait une mention complémentaire sommellerie qui se déroulait en 1 an. Et pour être très honnête avec toi, à l'époque, je sortais beaucoup, je faisais toutes les soirées médecine de mes potes, et trucs et machin. Et je me suis dit, plutôt que d'être dans la vie de jeune cadre dynamique et autres, je vais gratter encore une année étudiante. Et en fait, j'ai rencontré un professeur qui est fantastique, qui s'appelle Franck Ramage, et qui avait été en fait sommelier au Crillon notamment et autres, et qui était très impliqué dans l'association des sommeliers de Paris et de France aussi. Et du coup, il nous a fait rencontrer bon nombre de sommeliers très prestigieux de tous les palaces parisiens, des meilleurs sommeliers d'Europe, du monde et autres. Et en fait, quand on se retrouvait, c'était une classe où on était 10, tu vois, donc c'était quelque chose, ça devenait même presque personnel. Et on terminait, je ne sais pas si tu connais rue Marbeuf, la maison de l'Aubrac, qui avait à l'époque une très belle carte des vins et autres. Et on finissait des jeudis soirs jusqu'à 2h du matin avec tous les sommeliers des palaces parisiens qui nous rejoignaient sur notre table et autres. Et puis on se mettait des bouteilles à l'aveugle, on levait la main, machin et tout. Et on avait une interaction comme ça. Et puis je me suis dit une chose très basique en fait. C'est quand tu as une côte de bœuf en face de toi et que tu as l'élite de ta profession autour de toi et que tu bois des coups, et que je me suis dit c'est ça la vie. C'est ça la vie en fait. J'ai pas envie de bouger de ce truc-là. Et ensuite j'avais fait mon stage au Ritz et du coup je suis parti là-bas en y travaillant 2 ans et demi. Ensuite, après c'était parti comme ça. Mais au début je faisais plus de la sommellerie pour me dire apprendre un peu sur le vin. Si un jour j'ai un restaurant, ça me servira quoi. Et j'en suis jamais reparti. Et finalement, c'est devenu une passion et un métier. Exactement. Ok, donc là, t'attaques ta carrière de sommelier dans des grandes maisons.
C'est assez intéressant. Enfin, ça nous intéresse de comprendre comment tu passes d'un métier où tu es spécialiste de ton domaine. Sommelier, pour rappel, c'est le garant du vin dans un restaurant, celui qui va être capable de proposer l'accord parfait en fonction de la personne qui est en face de lui et de ce qu'il va manger. Enfin, les personnes qui sont en face de lui et ce qu'il va manger. Qu'est-ce qui t'amène petit à petit à commencer à sortir du métier en tant que tel de sommelier? Écoute, c'est à 25 ans quand, en fait, c'est pas sortir du métier de sommelier parce que sommelier, il y a une sorte un peu de statut que tu gardes finalement, enfin de ce que je voyais avant et de ce que je vois maintenant. Mais c'est vrai que le sommelier, c'est un serveur qui doit gérer des stocks de vin et qui doit faire passer au mieux un moment à sa clientèle. Donc ça passe par le conseil, par le service, par beaucoup de choses. Et en fait, à 25 ans, je ne suis pas très pognon dans la vie, d'où le côté Rolex et autres que je te disais tout à l'heure. Mais quand je voyais que je gagnais le SMIC, que j'avais 6, 7, 8 ans de background et autres, et tu souligneras la qualité de mon anglais aussi. Je suis parti un an à Londres pour essayer d'apprendre l'anglais, ça n'a pas marché. Dire, si tu veux, on peut switcher directement pour aller en anglais. Avec plaisir. Non, ça serait cata. Et qu'en fait, tu cravaches tous les jours. C'était la réouverture du Royal Monceau. Je travaillais pendant 2 ans là-bas, de 2010 à 2012. Et quand tu bosses 15 heures par jour, que tu mets tout en place, on était 5 sommeliers pour 2 restaurants gastronomiques avec capacité de couvert 120 d'un côté, 50 de l'autre. Travailler pour le room service, le bar, les banquets et autres. Et tu gagnes à peine le SMIC et que ça fait 8 ans que tu travailles dans la restauration. Il y a un moment, en fait, c'est pas. Je voulais partir avant de m'en dégoûter, en fait, parce que tu travailles le samedi, tu travailles le soir de Noël, tu travailles. J'adore, c'est un métier que je fais encore de temps en temps. Je fais des extras à droite et à gauche parce qu'on peut pas vraiment partir de ce monde-là. C'est un monde. On y est attaché au plateau et au comptoir. Exactement. non, mais c'est passionnant. Mais j'en suis parti avant de m'en dégoûter. Et en fait, quand j'en suis parti, c'est parce que j'ai rencontré un vigneron qui s'appelle Jacques Iblot, domaine de la Taille-Loup à Vouvray. Et en fait, il cherchait un agent à Paris pour le représenter. Et puis, on s'est très bien entendu, on a échangé. Et puis, c'est comme ça que je suis devenu agent de vigneron, notamment. Et puis voilà. Mais comme je te dis, tu peux jamais trop repartir de ce métier d'hôtellerie-restauration. Ouais. Tu gravites finalement toujours autour, même aujourd'hui. Il me semble qu'il y a eu une autre rencontre quelques années après qui a fait que tu as été encore plus loin finalement presque dans ton expertise. Tu mets ton savoir à disposition auprès de plus de monde. Cette personne, je crois qu'elle s'appelle François-Régis Gaudry, c'est ça ? Oui, elle s'appelle François-Régis Gaudry, que j'ai rencontré un peu par hasard dans divers restos et dans le métro aussi. Et à force d'échanges, on s'est un peu liés d'amitié. On a bu des coups ensemble. Élément facilitateur. Voilà. Et moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'étais fan de lui, de son travail depuis des années. Je te rassure, qui n'est pas fan de François-Régis Gaudry ? Ouais. Non, mais c'est vrai. Mais tu sais, avant, il montrait pas son visage, donc le reconnaître dans un resto ou dans la rue, ça pouvait être compliqué. Et je l'écoutais à la radio. J'avais lu ses premiers bouquins. Son émission aussi sur Paris Première et autres. Bref, j'étais vraiment fan. Et du coup, moi, à ce moment-là, je faisais aussi un boulot avec une boîte de production. On faisait des petits reportages, des petites vidéos et machin. Du coup, je lui avais demandé son conseil en disant, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, truc et machin, je sais pas quoi. Et puis, ça c'est parti un peu comme ça. Puis, il a appris que j'étais dans le vin. Et du coup, il m'a pris pour quelques émissions en tant qu'expert vin à déguster de temps en temps comme ça et tout. Et puis, ensuite, il y a eu la première émission, le premier prime time, et dans lequel j'ai intervenu. Puis de là, ils ont créé une séquence 20 et dont je fais partie maintenant depuis 3 ans. Ce qui est quand même relativement classe. Tu le rencontres, il crée une section 20 presque pour toi. Je n'aurais pas la prétention de te dire ça. Moi, je le dis en revanche, moi, je mets souvent du poing sur la table en disant pourquoi on n'a pas le droit de parler de vin en France. Plus on nous proposera de mettre le vin en avant, plus ça ira dans le bon sens. Et pour toute l'économie qui est autour du vin, et pour la partie culturelle et autres. Mais c'est quand même incompréhensible de voir qu'on ne parle pas de vin en France dans les médias.
Oui, alors que la France a quand même un rang de choix dans le monde en tant que spécialiste du vin. Évidemment. Justement, tu commençais à parler un petit peu de l'économie du vin. Ça va nous permettre d'embrayer un petit peu sur cette année qu'on vient de vivre, qui est quand même particulière, si je ne peux pas dire chaotique. J'aimerais qu'on aborde un peu plusieurs sujets. Comment est-ce que toi, tu as vécu cette année, sachant que tu gravites dans cet univers autour des restaurateurs, autour des vignerons. Comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? Je t'ai dit, je suis plutôt de nature positive. Ouais, Mais là, c'est vrai que depuis quelques semaines, c'est dur. c'est un peu dur. Mais non, au début, on n'y croit pas. Au début, on se dit qu'est-ce que c'est que ces jours de congés anticipés ou quoi que ce soit. Tout le monde est à l'affût. Premier confinement. Enfin, déjà, en plus, je vais te dire, 2020, imagine tous les jeux de mots façon salon de coiffure qui sont sortis pour cette année dans le monde viticole. C'est juste dingue. Et là, si tu veux, en fait, on se rend compte que avec Trump qui bloque pardon, qui amène beaucoup plus de taxes sur le vin français et autres. Donc ça gèle une partie des exportations pour des vignerons. Ensuite, il y a le confinement. Alors certains s'en sortent, d'autres s'en sortent pas, ou autres. C'est comme tout dans la vie, malheureusement. Non, au début, je voyais ça en me disant, OK, ça va se relancer, ça va repartir, ça va être chouette. Allez, on y croit et vaut mieux avoir le sourire. Ça va repartir en mois de septembre. Ensuite, on décale à chaque fois de 2 mois. Et ben, c'est très dur. Et là, depuis quelques semaines, c'est même un peu cata pour bon nombre d'entre eux. J'imagine que tu as dû avoir plusieurs vignerons au téléphone. Évidemment. Ils étaient dans quel état d'esprit au cours de cette année? Alors, il y a 2 choses. C'est que, en fait, un vigneron, il est habitué à la lenteur. Ne serait-ce que pour la vigne, que pour la vinification et aussi pour l'élevage de son vin. Donc, s'il perd 2 mois avant de vendre son vin, et normalement il le vend au mois d'avril et que là finalement il le vend au mois de juin ou juillet, bon, ils ont l'habitude de toujours avoir des problèmes en fait, parce que si c'est pas ça, ça va être un coup de gel ou de grêle ou de trucs. Donc ils arrivent. Ils connaissent. Voilà, en principe ils sont leur meilleur pote, c'est le banquier, tu vois, dans ces histoires-là. Donc ils sont habitués à s'en prendre plein la gueule. Ils étaient plutôt optimistes. Je ne veux pas faire de généralité, évidemment, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, du fait des exportations qui ne partent pas et autres, il y en a beaucoup qui se retrouvent avec du vin sous le coude, et notamment toutes ces petites cuvées qui sont vendangées au mois de septembre et qui sortent au mois d'avril, par exemple. Et ça, normalement, c'est le plus gros de leur trésorerie. Ça représente au moins un tiers de leur chiffre d'affaires, parce que c'est de la trésorerie qui arrive assez facilement. Et ça, quand tu n'as pas des restaurateurs, des hôteliers ou des bars pour pouvoir les passer, ces stocks-là, et ben, c'est un peu compliqué, parce qu'après, derrière, c'est un peu comme le principe du rosé. Les gens se disent, bah, le rosé, ça reste pas, on peut pas le garder plusieurs années ou quoi ou qu'est-ce, et du coup, les gens n'en veulent plus, tu vois. Oui, complètement terrible cette histoire. En fait, et du coup, si tu veux, 2020 pour eux, ça devient terrible. Et enfin, pour eux, pour nous, pour tout le monde. Et après, il y a une autre partie de vignerons qui, pas forcément des vignerons plus petits ou plus qualitatifs, mais la plupart des autres vignerons sont complètement coupés du monde. Ils me disent, ouais, bah, tout ce que tu me dis, je l'entends, mais moi, tu sais, en fait, je suis dans mes vignes. Dans ma commune, enfin dans mon village, on est 100. Et tu vois, l'esprit confinement, personne ne se parle, tout le monde se fait des livrets de je sais pas quoi ou un truc, ils ne le voient pas, ça leur change pas vraiment la life. Tu vois. Ils le voient sur la vente, mais pas sur le vivre. Oui, complètement. Ok, parce que oui, c'est vrai qu'il faut rappeler quand même qu'il y a beaucoup de vignerons en France qui travaillent avec le secteur de la restauration, et c'est ces gens-là qui, je pense, ont fait partie des gens les plus touchés. À l'inverse, qu'est-ce que tu as vu naître parlons surtout du premier confinement et du premier déconfinement, qu'est-ce que tu as vu naître comme initiative qui t'ont paru intéressantes, que ce soit de la vente en direct, que ce soit la relation que les gens ont avec les cavistes, enfin tous ces éléments, est-ce qu'il y a quand même eu du positif ? Oui, bon déjà, le premier positif qu'on a pu remarquer, qui n'a rien à voir avec le monde du vin, c'est la solidarité qui a commencé lors de ce premier confinement.
de voir la solidarité, ne serait-ce que pour les soignants, mais une fois que les gens se sont rendus compte, oui, les soignants, très bien, mais ils ont quand même un toit, la solidarité, c'est reporté ensuite vers les plus démunis. Donc ça, déjà, moi, de voir cet élan solidaire, ça a été mais juste magique, vraiment. Ensuite, ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que les gens allaient beaucoup plus vers leurs artisans. Je dirais pas pour les aider en mode un peu pitié, genre oui, ils ont besoin de nous, alors du coup, je vais acheter ma viande chez le boucher. Pour moi, je me dis pas ça. Parce que sinon, ils y seraient allés avant, parce qu'ils auraient été sensibilisés par tous ces artisans. Je pense que la cause première de la clientèle pour aller vers des petits artisans, c'est qu'en fait, ils ne voulaient pas se retrouver au supermarché et de pouvoir choper le Covid. Et du coup, quand tu arrives dans un grand supermarché où tu as 150 personnes qui font ses courses, et tu as ton petit caviste en bas de chez toi, où tu es tout seul dans ta cahute et qu'il te conseille bien, je pense qu'ils ont découvert ce rapport humain à travers ce confinement-là. Ils l'avaient déjà vécu, mais là, du coup, ça crée une autre proximité, étant donné qu'ils sortaient, je caricature encore, hein, mais ils sortaient pas de la journée, et du coup, de voir quelqu'un, une interaction, c'était déjà pas mal, quoi. Moi, je te rejoins complètement pendant le premier confinement, parce que pendant le premier confinement, il y avait quand même un truc assez strict, hein. La majorité des gens ne sortaient que pour, à part la promenade quotidienne, que pour aller faire leurs courses. C'est tous les commerces de bouche français et surtout citadins, enfin, et encore en réalité même pas du tout que citadins, ruraux aussi, de ramener cette proximité. Moi, j'ai eu des discussions avec des gens de jeunes générations qui ont découvert qu'effectivement, quand tu vas chez ton boucher, quand tu vas chez ton caviste, chez ton fromager, t'es pas juste, tu prends le truc, puis tu payes et puis tu te barres. Il y a à la fois un conseil et un accompagnement, mais aussi et surtout une discussion. Et pendant le premier confinement, toute discussion était bonne à prendre. Oui. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai cru comprendre que toi, pendant le premier Covid, pendant le premier confinement, il t'est arrivé une petite bricole, t'as perdu le goût et l'odorat. Ouais, je l'ai eu, du coup. Et ça, quand à la fin je sais pas, d'avoir ingéré le Covid, je sais pas comment on dit ça, tu développes ce truc-là. Enfin, tu pas développes pas, comment on appelle ça ? Du coup, certains de tes sens disparaissent. Exactement, merci. Et du coup, c'est très bizarre. Très, très bizarre, parce que surtout quand mon métier est lié justement à la dégustation et autres. Et donc, on a fait des petits tests comme ça pour avoir la même texture, parce que tu ressens au moins une chose, tu ressens la texture. Tu ne ressens pas l'aromatique, mais tu ressens la texture. Du coup, on prenait du fromage blanc qui avait la même texture, et puis on mettait genre du dentifrice à la menthe là, on mettait du curry là, on mettait du soja ici. Enfin, on a fait des tests comme ça, et c'est vrai que c'est... mis à part le piment qui se faisait ressentir, le reste, on sentait rien, quoi. Et puis, en revanche, du coup, pour le vin, j'ai continué de tourner pour Paris Première à ce moment-là, parce qu'on était tous avec notre iPhone à tourner pour l'émission avec les moyens du bord. Et j'ai dû faire notamment une émission où je sentais pas grand-chose, mais j'avais pris exprès un vin que je connaissais bien pour pouvoir l'expliquer et quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'était un peu particulier, et un petit coup de flip aussi, parce que c'est comme c'est dans l'aile ou la cuisse aussi, où De Funès perd l'odorat et tout. C'est assez flippant, en fait. J'ai des potes qui ne l'ont toujours pas retrouvé au bout de quelques semaines, quelques mois. Ah ouais. Et moi, j'ai retrouvé, heureusement, mais ça a pris du temps, finalement. Et surtout pour toi, c'est un peu un comble de perdre le goût et l'odorat. Ce serait catastrophique. La mauvaise en revanche, j'ai appris à plus me concentrer sur la texture des vins. Et ça, merci Covid, je ne sais pas si on peut dire ça. D'une certaine manière, il faut savoir être reconnaissant de certaines choses. Exactement. Rester positif, voilà, je t'ai déjà dit. Exactement. Justement, tu parles du coup de ton métier. Actuellement, ton métier, c'est chroniqueur et journaliste. Donc, tu travailles pour... Est-ce que tu peux nous détailler ce que tu fais actuellement ? Moi, je connais l'émission Très Très Bon. Est-ce qu'il y a aussi d'autres choses que tu fais ça, on nous parle de polyvalence de nos jours. Il faut être polyvalent dans la vie. Transversal. Ah oui. Et non, mais écoute, je chronique la partie vin pour l'émission Très Très Bon tous les dimanches à midi. Big up, je fais de la petite pub comme ça. Et puis, je suis aussi critique pour le Guide Le Bay. Oui. Qui recense tous les bistrots et les restaurants parisiens. Donc cette année, on a décidé c'est un peu gelé les enquêtes, si tu veux tout savoir.
J'ai remonté l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise avec celle-là même. 3 autres potes. Justement, le directeur du Guide Lebet, Pierre-Yves Chupin, puis Sébastien Mailleul et Vincent Breno, le petit-fils de Claude Lebet. Et puis, je fais des piges de temps en temps sur des magazines. Alors, je l'ai fait pendant 2 ans, j'accompagnais François-Régis sur la partie vin de l'Express. Et puis là, j'ai fait quelques piges pour Marie-Claire Special Food avec Elvira et Mina, avec qui je travaille dans l'émission. Et il y a un autre magazine qui sort là le 5 décembre, qui s'appelle Le Bon. Et Bon tout court. Bon tout court. Et voilà, dans lequel je collabore aussi. Je fais des petites piges comme ça sur le vin. Je fais une interview justement d'une vigneronne. Et puis, on peut aussi rappeler que tu as écrit un bouquin. Oui, aussi, il y a 1 an. Et ça s'appelle Le Petit Livre du Sommelier, que j'ai fait avec Jean André, un illustrateur, tatoueur, ascendant snowboarder. Et voilà, c'est l'idée de parler. Oui, Brazilian Nice, tu vois. on l'apprend comme elle est. Ouais. Et voilà, c'est sorti aux éditions Marabout. Et et j'ai collaboré aussi pour On va déguster l'Italie, qui est sorti le 25 novembre. Qui, au moment où vous regarderez cet épisode, sera déjà sorti, donc courez l'acheter dans toute bonne librairie qui se respecte. Exactement. Pas à la Fnac. Ok, très clair. Justement, j'imagine que, de ce que je comprends dans ton métier, tu côtoies quand même beaucoup de restaurateurs. Tu passes beaucoup de temps dans les restos. C'est ma vie. La restauration, c'est la vie. Plus que ta vie, c'est la vie. Quel retour ils t'ont fait, eux, de ce qu'ils ont vécu? On discutait avant le début de l'émission des déboires de certains de tes potes, de mecs que tu as pu rencontrer. Qu'est-ce que tu as entendu qui t'a, toi, complètement fait halluciner dans la manière dont tout ça s'est passé? Déjà, la non-information. C'est-à-dire que le premier confinement, ils ont été au courant à minuit de devoir fermer tous leurs bouclards ou quoi que ce soit. Donc, ils se sont retrouvés avec des stocks incommensurables. En termes de gestion de stock, de leur personnel et tout ça, ils se sont retrouvés avec un couteau sous la gorge. Donc, déjà, ça, c'était catastrophique pour eux. Toutes ces histoires de couvre-feu. Ensuite, on annonce les terrasses. Ça a été une partie géniale. Mais les gens ne comprennent toujours pas à Paris que en fait, Hidalgo ne veut plus de voitures dans Paris. Ça fait 15 ans qu'elle le dit, en fait. Qui l'a pas compris, qui l'a pas compris encore. Donc oui, c'est génial ces terrasses devant les restos, mais et on espère qu'elles vont rester. D'après ce que j'ai compris, elles vont rester. Mais elle ne veut plus de bagnole dans Paris. Donc ça, en tout cas, c'était le bon point. Mais ce côté couvre-feu, reconfinement, pas reconfinement et autres, ça a été terrible pour la gestion. L'instabilité. Ouais. Exactement, parce que les restaurateurs, oui, c'est un métier un peu comme le métier de vigneron. C'est un métier complet où tu fais aussi bien tes entrepreneurs que de la gestion, que de la compta, mais aussi de la vente, de la production, du marketing, tous ces trucs-là. Et tout le monde a ses spécificités, ses spécialités, et celle de gérer des comptes, parler à son banquier, c'est pas non plus la plus chouette. Et d'ailleurs, je trouve pas qu'ils aident vraiment en ce moment les banquiers. On va pas citer certaines banques, mais d'après ce que j'entends, c'est juste catastrophique. On sait qui vous êtes et on vous voit. Exactement. Ne vous inquiétez pas. Nous aussi, un jour, on retournera la situation. Exactement. Mais c'est ça qui est fou, quoi. Et quand tu vois que le gouvernement dit des choses et que les banquiers suivent pas derrière, c'est juste, t'as envie de chialer, quoi, pour eux. Donc, t'as beaucoup de restaurateurs qui essayent de se réinventer en faisant du emporter ou quoi que ce soit. Certains, ça marche. Tu vois, quand ils font du côté un peu finger food, street food, c'est des trucs qui cartonnent bien. Mais quand le mec il est habitué à te faire un bœuf bourguignon ou un petit salé aux lentilles, de là à te le faire emporter et tout ça, je dis pas que ça marche pas, il y en a pour qui ça marche, mais voilà, il va pas faire des milliers et des cents, il va vivoter, quoi. Et puis il faut le financer. Tout ça, c'est le vrai sujet de tous les gens qu'on rencontre dans cette émission. On a aussi compris que la clé ou la non-clé cette année a été le fait que se réinventer, ça a un coût, parfois même minime, mais à l'échelle d'un petit établissement, d'un indépendant, quelques centaines, quelques milliers d'euros, c'est un vrai choix et parfois un choix difficile, surtout quand
quand ton produit de base n'est pas spécialement adapté à la vente à emporter. Bien sûr. Ça me permet de rebondir sur un autre sujet, c'est finalement un peu la place des réseaux sociaux. Tu vois, nous, on a vu cette année que certains restaurateurs, peu importe le format, qui fassent des recettes, des lives, qui communiquent simplement sur ce qu'ils font, leurs producteurs. On a vu encore plus l'importance, on va même parler d'Instagram, parce qu'en réalité, c'est là que beaucoup de choses se passent aujourd'hui dans la restauration. Comment toi, tu utilises cet outil-là dans ton quotidien ? Quand j'utilise Instagram dans mon quotidien, bah écoute, je vais te dire un truc, c'est que Instagram, je suis venu assez tard dessus. Et à l'origine, c'était pas pour dire tiens, je vais au resto, je bois du vin. C'était parce que je vendais du vin en étant agent et autres. Et puis c'était surtout pour montrer que je ne buvais pas que les vins avec qui je travaillais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est parti de là. Et c'est vrai que c'est un réseau que j'aime bien, Instagram, parce que justement, c'est pas comme Facebook où si tu dis que tu vas au resto tous les jours, tu te fais insulter même par tes meilleurs potes ou quoi que ce soit. On dit ah, t'es encore là, putain, ok. Enfin, Instagram, il y a juste ce côté d'une photo où tu suis pas. Et si t'es pas content, désabonne-toi, il n'y a pas de problème. Je vais pas t'en vouloir, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est parti là-dessus. Et en fait, pour tout annoncer, je n'ai jamais filé de CV de toute ma vie grâce à Instagram. Parce que du coup, ça m'apporte du boulot qui est juste fou. Alors, on me demande de faire des partenariats, des trucs machin que je ne fais jamais. Je fais des petits lives de temps en temps avec des potes parce qu'on a besoin de s'occuper. On t'a fait plusieurs fois avec Juan Arbelès. Par exemple, et tout, mais c'est parce que c'est rigolo. Et puis, il ne faut pas oublier que, comme tous les restaurateurs qui ont fait de la bouffe pour les soignants sans rien toucher, en faisant des horaires de 15 heures par jour et tout ça, c'est qu'on vient du milieu de la restauration. Donc si tu bosses pas 15 heures par jour... tu te fais vraiment trop chier. En fait, c'est ça. On ne sait pas regarder Motus à la télé à 11 heures. Tu vois ce que je veux dire ? On a besoin de s'occuper toujours. Bien sûr. Donc Instagram, avec ses lives, ses trucs et machin, c'est pas, on s'en fout. C'est plutôt, comment dire, moi, c'était... À l'origine, Instagram, c'était de mettre en avant une bouteille de vin par jour, quelle qu'elle soit. C'était dans le seul but qu'on parle de vin. Et puis même si ça suscite des débats houleux ou quoi que ce soit, parce que la journée, j'ai juste sous la main une bouteille de champagne d'une marque très connue, qui n'est pas forcément la meilleure, mais trucs et machin, mais je fais un mariage ou trucs et machin. L'idée, c'est de mettre en avant une bouteille de vin et que ça suscite, je sais pas, l'échange, ou que ça fasse penser aux gens qu'il vaut mieux boire du vin plutôt qu'autre chose, quoi. Moi, ma vie, c'est le vin. Donc, si on peut en parler toute la journée, on pourrait... D'ailleurs, pour en parler, on va peut-être agrémenter ce petit Morgon d'un petit truc à grignoter, si tu veux bien. Ouais, t'as ça depuis tout à l'heure, et puis tu nous laisses en plan comme ça. En fait, Morgane, depuis tout à l'heure, me fait des grands cils en disant saucisson. Mais Morgane, peux-tu nous amener, s'il te plaît, merde, petit placement de produit pour la Maison Montalais, ce superbe saucisson qu'Adrien nous a déposé. Bien sûr. Ah là là, magnifique. Merci Morgane. Merci Morgane. Merci beaucoup. Du coup, justement, tu disais, moi, mon métier, c'est le vin. Comment, aujourd'hui, moi, en tant que consommateur lambda, je peux... quels sont les choix, quelles manières de consommer pour aller dans le bon sens ? Comment moi, en tant que consommateur, où est-ce qu'il faut que j'achète ? Comment est-ce que je peux reconnaître, est-ce que déjà c'est possible de reconnaître un vin qui est pas forcément bon, mais en tout cas qui a été bien produit, d'un vin qui n'a pas été bien produit ? Alors, déjà, dans le vin, il faut s'écouter. C'est que il faut pas écouter les autres. Enfin, si, on peut apprendre des autres, évidemment, on échange, c'est ça qui enrichit dans la vie. Mais il faut savoir s'écouter. C'est pas parce que tu vas déguster, je t'amène une bouteille et je te dis cette bouteille vaut 4 000 €. Tout de suite, si tu m'as dit que tu avais quand même un palais sur non, je parle pas de celle-là en l'occurrence. Mais si j'arrive comme ça, tu sais que je bosse dans le vin et que je t'amène une bouteille à 4 000 € et que je te la fais déguster, par principe, tu vas te dire waouh, c'est incroyable, parce que tu sais que tu n'as pas le droit de dire une connerie, en grosso merdo. Ouais. Et moi, ce que j'aime bien, justement, c'est que tu as le droit de dire des conneries. Tu as le droit de t'écouter et tu as le droit de dire, bah écoute, tu n'as pas le droit de dire que c'est mal fait, mais tu as le droit de dire que c'est pas à ton goût. Tu n'as pas le droit de dire que c'est mal fait parce que
il y a des gens qui sont derrière, qui bossent et autres, et puis on n'est pas là pour assassiner les gens. Mais tu as le droit de dire que c'est pas à ton goût, que c'est pas ton... Tu ne foutrais pas 4000 balles dans une bouteille, quoi. Et donc ça part déjà de là. Donc s'écouter, et du coup ça veut dire que quand on prend son pied avec un domaine, de retenir le nom de ce domaine-là. Ensuite, pour où est-ce qu'on peut aller, je peux que te défendre les cavistes indépendants. Je sais que la partie supermarché prend énormément de place, que les gens consomment plus là-bas en pensant que c'est moins cher et toutes ces choses-là. Mais ça, c'est un peu du bullshit. Alors après, tout dépend où on habite et tout dépend de la sélection de son caviste, on est d'accord. Mais à force de voir bon nombre de cavistes avec mon métier de chroniqueur, je me rends compte qu'il y a énormément de propositions de vins qui coûtent aux alentours de 6 euros. Ouais, Les premiers prix de 6 euros, 7 euros. Sachant qu'il faut se dire aussi une chose, c'est que si on veut que le vin soit bien fait éthiquement ou de manière, philosophique ou tout ce que tu veux, ou les valeurs, ne serait-ce que pour les valeurs, il faut quand même mettre un minimum, on va dire, au moins de 8,50, entre 8,50 et 10 euros pour pouvoir avoir une bouteille qui est faite de manière convenable. Parce que c'est comme tout, c'est comme acheter français, ça sera toujours un peu plus cher parce qu'il y a le SMIC qui est plus haut qu'en Pologne et des choses comme ça. Donc c'est après tout, moi je préfère qu'on consomme moins et mieux que plus. Et, tu veux dire que tu n'es pas fan de JP Chenet? Je n'ai même pas envie de te répondre pour te dire. Non mais tu vois, c'est une question c'est une question. L'idée, c'est pas de faire le bobo moyen en disant oui, achetez vos petits commerçants, machin, je sais pas quoi. C'est de. On sait que tout le monde va au supermarché. Mes parents vont au supermarché. Mes potes qui ont des enfants vont au supermarché. Ils te disent mais attends, mais mec, comment je fais moi si j'ai pas un supermarché ou quoi que ce soit? Je leur dis oui, moi aussi j'y vais, mais pour l'éponge, enfin mes éponges, mon PQ, le sac poubelle et tu vois le produit vaisselle. J'achète pas le reste au supermarché. Et quand je vois que les gens sont prêts à descendre dans la rue pour dire c'est intolérable, il y a 5 millions de chômeurs dans toute la France et tout ça, et que pour gagner 5 minutes de rapidité, ils vont à la caisse automatique plutôt que la caisse enregistreuse, là, plutôt que d'être face à un caissier ou une caissière, ça me rend mais juste dingue en fait. C'est faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Donc l'idée, c'est pas d'être militant là dans cet échange, c'est juste d'avoir des convictions. Je ne te reprocherai jamais d'aller acheter tes Coraya au supermarché. Coraya, en revanche, d'accord de la planète. Je suis désolé, ça fait 2 fois que je cite une marque que je n'estime pas plus que ça, qui pour moi est assez représentative de la découverte du vin à 13-14 ans. Voilà, bref. On est d'accord. Voilà. Non, mais je reprocherai jamais ça aux gens parce que chacun vit sa life et puis très bien. Mais entre ce qu'on faut faire gaffe entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. En revanche, d'avoir des convictions et d'essayer d'amener les gens vers cette idée-là, c'est ce qui me plaît plus. Aujourd'hui, là, au moment où on se parle, on est pendant le 2e confinement. Oui. On est même le jour où potentiellement on va nous annoncer, et je l'espère, mais vraiment je l'espère, que tout ça tend vers la fin, en tout cas pour les systèmes d'attestation et tout ça. On le saura au moment où l'émission sera diffusée. Comment tu te sens, toi, aujourd'hui, en tant que citoyen français, en tant que résident parisien, face à tout ce qui est en train de se passer? Écoute, comme je t'ai dit plusieurs fois, je suis plutôt de nature positive. Mais c'est vrai que donc chercher toujours le verre à moitié plein, même si souvent je le vide. Et le truc, c'est que depuis quelques semaines, quand même, en fait, j'attendais beaucoup de cette rentrée de septembre, en me disant c'est bon, ça va changer et autres. C'est histoire de cycle. Et en fait, on a été reconfiné. Enfin, il y a d'abord eu le couvre-feu, le reconfinement, toutes ces choses-là. Et en fait, c'est plus l'état psychologique, mental de tout le monde, de mes proches, de mes potes, des gens que tu côtoies, des gens avec qui tu travailles et autres. Et en fait, de voir qu'il y a toujours ce côté un peu... tout le monde est dans l'attente, en fait. Et on est en train de travailler, on est en train de produire, mais en fait, on ne produit rien. Et on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et on vit avec une épée Damoclès en nous disant demain, tu peux tout perdre, en fait. Parce qu'on a tous des potes qui ont perdu leur boulot pendant le confinement ou quoi que ce soit, ou des restaurateurs qui ont fermé, des choses comme ça. Donc, c'est en fait... on est un peu en survie. Ouais.
Et si tu t'entoures pas de gens qui restent positifs, eh ben, ça peut vite te plomber. Ouais. Et là, depuis quelques semaines, ça a tendance à me plomber un peu parce que je dis pas que c'est la faute aux gens, hein, c'est l'histoire de... Voilà, mais Une ambiance globale. c'est une ambiance globale complexe. qui est terrible en fait. Et puis tu vois des gens qui pètent des câbles, des gens que tu aimes et autres qui pètent des câbles. Et voilà, bah, du coup, je conçois que chacun vit comme il veut cet état d'esprit de confinement, de reconfinement, de couvre-feu, de tout ce que tu veux. Mais je préfère essayer de garder le sourire, coûte que coûte, même si c'est pas facile tous les jours. Eh ben, t'as bien raison. T'as bien raison, Guilherme. Écoute, merci beaucoup pour le temps qu'on vient de partager ensemble. Merci pour tout ce que tu viens de nous raconter. J'ai 2 questions à te poser. La première, c'est celle qu'on pose à tous nos invités. Si 2020 était un plat, ça serait quoi pour toi? Écoute, une fricadelle. Vaut mieux pas poser la question de ce qu'il y a dedans, tu vois, mais ça reste bon. Ok, bah écoute, c'est pas mal, on l'avait pas eu encore ça, la fricadelle. Ok, très bien, bah écoute, on retient ça, on va essayer d'en manger une dans pas bien longtemps. Hein. La deuxième chose, pardon, que je voulais te dire, c'est on essaye tant bien que mal de faire venir le chef Alain Ducasse, chef si vous m'entendez, on est là, dans cette émission pour le faire parler un petit peu de comment est-ce que lui aussi il a vécu cette année. Écoute, si jamais on arrive à le faire venir, est-ce que tu serais prêt à nous ramener une ou 2 jolies quilles pour qu'il puisse les déguster? Attends, c'est un prétexte pour lever le coude ensemble? Ouais, c'est un prétexte pour le Eh ben, avec grand plaisir. Alors. Trop cool. Écoute, merci beaucoup, Guilherme. Merci à toi, Léo. Je te souhaite plein de courage. On est à fond à la fois sur très très bon et tous les autres éléments sur lesquels tu bosses. Et bien entendu qu'on va venir acheter, on va déguster l'Italie. L'Italie, exactement. Merci beaucoup. Merci, et Léo. À très bientôt. À bientôt. Ciao.